Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour de Pierre Martinet. Bonjour, vous êtes fondateur de Wincorp Security Défense. Vous êtes un ancien cadre du service action de la DGSE. Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte. Bonjour Jacques. Ave, salut. Salut et fraternité, cher Jacques. Honneur et patrie. Voilà, et on rappelle votre dernier livre, Bye Bye Démocratie. Brandissez-le. On est bien d'accord, et un autre arrive bientôt. Ah, bah on se réjouit alors. J'espère que nous l'aurons en avant-première. Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com, bonjour. Et Rémi Branco, bonjour. Vous êtes vice-président du Lot et vous avez publié Loin des villes, loin du cœur. Plus vrai que jamais. C'est moi qui ajoute plus vrai que jamais, c'est aux éditions de l'Aube. Bonjour et bonne année. Bonjour et bonne année pour ceux que nous n'avons pas vus cette année. Patron français, les rats quittent le navire. C'est Madame Binet qui a prononcé cette phrase. On va revenir sur notre sondage. IFOP Sud Radio, IFOP pour Sud Radio, chômage, 86% des Français sont inquiets pour la cohésion sociale du pays. Nantes qui veut rendre les rues moins sexistes. Bref, beaucoup de succès, beaucoup de sujets, et de succès évidemment. Avec vous. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Arnaud, on va commencer avec vous. Arnaud Stéphane, fait dans la culture le vendredi. Oui, on essaie d'être ouvert. Mais alors, une fois n'est pas coutume, mon coup de cœur va à Rachida Dati pour sa déclaration sur l'urgence du patrimoine qu'elle compare à l'urgence climatique. Alors, j'ai trouvé que c'était malin, car elle place les deux thèmes avec un signe égal montrant important et urgent. Et ensuite que ça nous met dans la même et nous exige la même implication, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le climat, des réglementations, des fonds, des agences, etc. Et pour le patrimoine, il n'y a pas grand-chose. Mais de dire qu'il y a une urgence du patrimoine, ça veut dire que ça implique les pouvoirs publics dans cette urgence du patrimoine. Malin ensuite, car c'est un pied de nez au barbouilleur de soupe, justement sur les œuvres du patrimoine, pour parler d'urgence climatique. Mais au-delà des mots. Bah oui, mais justement, enfin, c'est aussi un thème mobilisateur pour la droite, pour Rachida Dati. Il faut toujours se dire que quand il y a ce genre de déclaration, c'est pas non plus sans une arrière-pensée politique. Alors c'est un thème mobilisateur pour la droite, et Rachida Dati, à l'aube de la campagne municipale, a besoin de rassembler la droite parisienne et aussi des bourgeois qui votent quelquefois un peu macronistes, qui peuvent s'indigner de la gestion de la capitale. On va dire qu'entre cette déclaration et le puits du fou, éligible enfin au pass culture, Rachida Dati n'aura jamais été autant de droite depuis 2007. Et ça, c'est mon coup de cœur. Bon, bah écoutez, Jacques Miard, vous n'êtes pas convaincu. Non mais attendez, c'est gentil de découvrir que le Louvre est en catastrophe et en péril. Ça fait plus de 7 années que la Macronie aurait pu s'en occuper. Hein. Oui, c'est. On préfère faire des règlements, des symposiums, des réunions, des responsables. On est des responsables changement climatique dans les entreprises, en cassant la tête à tout le monde. On a un président qui joue aujourd'hui les guides touristiques. Il est allé faire un grattage dans un café hier. Heureusement qu'il n'a pas gagné, vous imaginez la scène. L'auto du patrimoine. Il gratte, craque un million. C'était même pas le loto du patrimoine. Mais urgence culture, oui, mais effectivement, ça devrait être une priorité. Mais c'est un message. Encore une fois, c'est le fait de mettre l'urgence du patrimoine avec un signe égal avec l'urgence climatique. C'est malin de la part de Rachida Dati. C'est que elle va tordre le bras au pouvoir public en disant attendez, si vous voulez faire des choses, il faut faire aussi des choses pour le patrimoine. La France, bien sûr, elle a raison. Patrimoine. Alors qu'est-ce qu'on dit, physique et puis maintenant immatériel aussi. Donc voilà. Mais commençons par le physique, effectivement, mais déjà, avec le Louvre dans cet état lamentable. C'est très surprenant parce que le Louvre est le musée le plus visité au monde, dans la ville la plus visitée au monde. Donc qu'est-ce qui se passe? Et on en revient à la question qu'on se posait la semaine dernière. Où est passé l'argent? Où est passé l'argent? Mais ça, alors, oui. Faut pas oublier que le patrimoine, c'est le Louvre, mais c'est aussi un patrimoine qui existe partout en France. Bien sûr, des églises, des départs. Si le patrimoine à Rocamadour, à Saint-Cyr-la-Popille, chez moi à Puy-l'Évêque, n'était pas entretenu, et on a besoin de fonds pour entretenir tous ces villages. Le patrimoine, et les grottes derrière, ça veut dire que c'est le tourisme qui serait directement
forcément impacté. Il me semble que dans la période où on cherche un peu d'argent, sacrifier le tourisme, c'est pas forcément une belle idée, au-delà de l'amour qu'on peut avoir pour ces pierres et ce qu'on bâtit nos ancêtres. Il reste que ça en France, parce qu'on n'a plus d'industrie. Alors on n'est peut-être pas obligé de changer les vitraux de Notre-Dame. Allez, je lance une autre polémique. Mais évidemment qu'on n'est pas obligé. Jacques Miard, oui, la culture, le patrimoine. La culture, c'est important. Je dirais, quand on fait de la politique, on est sur un logiciel de culture, car c'est un combat permanent. Et donc, personnellement, j'estime que la culture, et notamment défendre la culture aujourd'hui, est une nécessité. La coupler avec, je dirais, les problèmes climatiques, c'est prendre des risques parce qu'on n'est pas d'accord sur les causes. Tandis que la culture, on est d'accord sur les causes. Et c'est pas ça qu'elle a voulu faire. Elle a voulu justement mettre le signe égal, c'est-à-dire mobilisez-vous autant pour le patrimoine que vous ne le faites pour l'urgence climatique. À ce moment-là, c'est raté d'avance. Je vais faire un petit biais. On a eu un débat ce matin de savoir est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas. La sortie de Marie-Caroline Le Pen hier au Conseil régional qui s'interrogeait sur les aides qui sont attribuées à certains films. Alors, il y a un aspect politique parce que tout le monde tombe sur Une sur trois, qui est le film qui est un remake des Mousquetaires, qui fait 2 entrées en gros par 2 entrées et demie et qui a reçu 380 000 € de la part de la région. Ça fait des années que le CNC et les régions donnent de l'argent à des films qui font rien. Oui, on peut peut-être s'interroger, absolument. Il n'y a aucun retour sur investissement parce que la grande différence qu'il y a avec les États-Unis, quand ils sortent un film, ils disent ce film a rapporté X dollars, tant de dollars, alors qu'en France on dit ce film a rapporté 3 entrées. Donc voilà, on a vraiment un décalage entre l'investissement et le retour sur investissement. La culture en fait partie. Si on investit dans un film, c'est pas uniquement pour faire plaisir à une catégorie de personnes. Oui, c'est pas du mécénat. C'est pas du mécénat, c'est pas de l'idéologie. Et aujourd'hui, je m'aperçois que dans certains films en France, c'est une catastrophe. C'est une pour toutes, pardon, le film. Rémi Branco. Dans le cinéma, comme dans la culture et l'art en général et la création, on ne connaît pas par avance les résultats. Qui aurait dit qu'Artus aurait fait autant d'entrées sur son film? Si on avait suivi votre logique, qu'il avait du mal à financer. Il a eu du mal à financer. S'il ne l'avait pas financé, on se serait passé d'un film qui a été un formidable succès populaire, formidable message. C'est la même chose. Harry Potter, personne voulait l'éditer. Dans la création, il y a de toute façon un pari, comme quand vous aidez une entreprise, je suis désolé de le dire. Faire un pari aussi un pari, vous ne choisissez pas telle entreprise parce qu'elle vous plaît ou elle vous plaît pas. Pierre Martine a raison, c'est de l'argent public. On ne fait pas du pari. Aux entreprises aussi. Mais faire un pari avec l'argent public sur des films, honnêtement, on peut. Moi, je suis vraiment, j'adore le cinéma, mais aujourd'hui, il y a vraiment un problème avec le cinéma français qui est tiré vers une idéologie qui ne correspond pas au climat réel, quoi. Il faudrait regarder les chiffres parce que moi je suis étonné de voir le nombre d'entrées qui augmente. On a une exception française quand même cette année, 2024. On a vu les entrées dans les cinémas augmenter là où ailleurs ça a tendance à baisser. Faudrait voir quel film. Mais vous voyez, je suis sûr qu'Artus il a participé. Je vais vous dire un truc. Il y a des gens qui ont fait le boulot pour nous. C'est bien fait. Maintenant, les réseaux sociaux, n'oublions pas cette phrase de Monsieur Musk, c'est vous le média. Ils ont fait le travail pour nous. Ils ont été voir toutes les sorties de 2023 et de 2024 avec des magnifiques films sur les migrants, des magnifiques films sur les migrants, et puis des magnifiques films sur des migrants aussi, quelques-uns, et puis aussi plein de films avec des mousquetaires femmes, et puis d'autres aventures avec un père qui s'inquiète sur la radicalisation de son fils. Alors c'est pas la radicalisation auquel on pense, c'est parce son fils devient d'extrême droite. Alors il y a eu un film là-dessus avec des gens et ça fait 0 entrée. Ça fait 0 entrée. Donc moi je veux bien, mais au bout d'un moment le CNC, au lieu de financer des choses sur des films de ce type-là, sur l'œuvre d'Alexandre Dumas, il me semble qu'il y a plein de choses qui ne sont pas faites en termes de culture. Il y a plein de films historiques qui ne sont pas faits. Il y a plein de films sur plein d'histoires. Le film d'Artus qui n'arrive pas à trouver un financement, c'est quand même extraordinaire. Voilà, ça c'est un vrai problème. Mais si c'est pour faire de l'idéologie, pour faire plaisir aux copains, parce qu'ils ont un message à faire passer, ça va. Je comprends qu'il y a certains films qui vous plaisent pas. Mais en ce moment, au public non plus. Oui, ça peut arriver. Regardez, moi je suis un élu rural. Je trouve incroyable la production cinématographique en ce moment en ruralité. Vous avez vu 20 Dieu peut-être dans le Jura. Incroyable. Le roman de Jim dans le Jura aussi. Magnifique région. Incroyable. Vous avez aujourd'hui une
créativité qui se fait dans des territoires. On entend à nouveau des accents au cinéma. Enfin, il se passe quelque chose quand même dans le cinéma. On ne peut pas réduire ça à des films, 3 films sur les migrants. Enfin, il y a des productions qu'il faut encourager et sur lesquelles l'argent n'ira pas automatiquement, vous le savez. Le film qui a le mieux marché en France cette année, c'est Un petit truc en plus, suivi de Monte Cristo. Après, on passe dans les films de Disney. Mais il y a des films, effectivement, ce sont des paris. Après, on peut se poser la question du financement du cinéma. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité avec Pierre Martinet, fondateur de Wincorp Security Défense, ancien cadre du service action de la DGSE, Jacques Miard, maire de Maison Lafitte. Montrez-nous votre livre, Jacques Miard, Bye Bye Démocratie, chez Lafon Presse, le brûlot de l'année. Et comme une nouvelle... C'est là où je parle, où j'appelle au retour de Cincinnatus pour remettre les idées en place à certains gauchistes. Voilà, mais comme c'était le brûlot de l'année dernière, on en attend un nouveau pour 2025. On est d'accord. Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com, et Rémi Branco, vice-président du département du Lot. Et vous avez publié aux éditions de l'Aube, Loin des villes, loin du cœur. On va revenir sur la fronde des patrons et la réaction de Sophie Binet. Les raquittent le navire, la situation économique, le chômage et le chauffage aussi qui inquiète de plus en plus les Français. Bref, beaucoup de sujets. Avec vous, Jacques Miard, c'est un coup de cœur et un coup de gueule. Alors, c'est tout d'abord un coup de gueule contre Trump, qui parfois a des idées farfelues, la reconquête, bien sûr, du Groenland, virer tous les Gazaouis de Gaza pour les mettre en Égypte ou ailleurs. Bref, et il en a un certain nombre comme ça. Mais, il y a quelque chose qui m'a frappé et qui, à mon avis, va se passer également en Europe. C'est le retour du politique. C'est-à-dire que Trump, il est là, il veut combattre, je dirais, tous les technocrates qui n'ont pas été élus. C'est ainsi qu'il indique à la Fed, vous allez baisser vos taux. Hein? Et donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui dénote une nouvelle tendance. C'est-à-dire qu'on a une volonté de la part des politiques de reprendre le pouvoir et de ne plus être gouverné par des séries de technocrates. Et à ce propos, je suis convaincu que ça viendra aussi en Europe, c'est-à-dire à un moment où les politiques vont dire à tous les technocrates, à tous les juges, c'est nous qui gouvernons et pas vous. Et donc c'est ça qui, à mon avis, dans Trump, est significatif d'une nouvelle tendance. Oui, est-ce qu'il aura les moyens de ses ambitions? Bien évidemment qu'il aura les moyens. Alors pas surtout, Valérie, parce qu'il est clair que modifier, par exemple, pour le droit du sol aux États-Unis, il faut une modification de la Constitution, hein, et ça, c'est pas acquis d'avance. Mais sur un certain nombre d'autres choses, je pense qu'il peut y arriver. Mais qui sont ceux qui ne sont pas des technocrates aujourd'hui en Europe? Mais qui sont ceux qui ne sont pas les technocrates aujourd'hui aux États-Unis? Je ne sais pas, vous en pensez quoi, Pierre Martinet? Vous comprenez ce que dit Jacques Miard? Très bien, je partage ce qu'il vient de dire. Pas tout sur son coup de cœur, de gueule. Son coup de gueule, parce que je pense qu'il y a quelque chose, notamment à Gaza, mais ça serait trop loin trop loin à expliquer. Je comprends ce qu'il veut faire, je comprends son raisonnement, je pense comprendre le raisonnement concernant Gaza. En revanche, sur votre coup de cœur, je le partage totalement, parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir un réel choc d'autorité, un réel choc administratif, et tant que ça correspond avec les sujets d'aujourd'hui. On n'a pas dans ce pays, on s'enfonce inexorablement dans le laisser-aller, dans l'immobilisme, on ne bouge pas trop, on bouge mais pas beaucoup, on fait un pas en avant, un pas en arrière, on travaille pendant une semaine, 2 semaines sur un mot, on passe plus de temps à expliquer ce qu'on va faire plutôt qu'à le faire. Et ça, c'est même dans l'entreprise. Ça, je l'ai découvert dans l'entreprise française en sortant de l'institution. C'est insupportable, on n'avance pas en fait. Et quand il y a quelqu'un qui a un peu d'autorité, ça ne veut pas dire qu'on devient dictateur, mais qui a un peu d'autorité et qui dit voilà ce qu'on va faire, ce qu'on faisait avant, c'était une chose, mais maintenant voilà ce qu'on va faire pour essayer d'améliorer la situation. Faisons-le, mettons l'énergie, mettons plus d'énergie à dire qu'on va le faire plutôt que toute notre énergie à dire qu'on va pas le faire, qu'on peut pas le faire. Et ça, je pense que c'est un sentiment qu'on partage, que beaucoup de Français partagent, et dans beaucoup de pays, on le partage comme ça. Aux États-Unis, ils partagent. Je peux vous dire, je vais aux États-Unis 3-4 fois par an, ils ont exactement le même sentiment. Une bonne partie a le même sentiment que Trump. Rémi Branco. Moi, je partage ce sentiment qu'il y a une fascination pour le politique qui peut à nouveau faire.
Et c'est vrai que je suis dans un département rural où la fascination pour Trump n'est pas le premier réflexe. Ça parle pas forcément à mes lotois. Par contre, c'est vrai qu'il y a une fascination pour l'idée que le politique peut à nouveau reprendre la main, le contrôle sur ce qui se passe, sur un pays, sur le monde. On a le sentiment aujourd'hui qu'on est sur une dégringolade depuis 40 ans, et notamment dans la ruralité, que finalement on ne peut plus rien faire, il n'y a plus de médecins, on n'a plus de moyens, on ne peut plus restaurer le patrimoine. Et cette idée qu'on peut demain reprendre le contrôle, elle est quand même très forte. La question, c'est pourquoi faire ? Et c'est là qu'avec Trump, on aura un gros désaccord. Mais il faut reprendre ce contrôle aujourd'hui, sinon, moi j'ai très peur qu'on se tourne vers des solutions extrêmement faciles, ou alors l'abandon complet de la politique, et l'abstention, et la demande d'un chef, d'une autorité, elle vient de là. L'abstention est énorme quand même. Moi, je vais faire l'avocat du diable avec notre ami Millard. L'histoire américaine, c'est quoi ? L'histoire de la construction américaine, ce ne sont que des territoires qu'on a soit achetés, soit piqués aux autres. Ça a commencé par les territoires français qu'on a achetés pour pas cher. Ils ont jamais fini de payer, d'ailleurs. On pourrait demander. Tu te trompes. Non, il manque des pépettes. Mais ils avaient payé une très grosse somme. Mais on avait un peu peut-être sous-estimé l'impact de ce qu'on portait. Ensuite, ils ont acheté l'Alaska, me semble-t-il, aux Russes. C'est quand même un territoire qui a été rajouté aux États-Unis. Et puis après la guerre avec l'Espagne en 1898, ils ont récupéré un certain nombre de territoires, et notamment celui qui est un État mais pas vraiment un État, qui est cette île au large des États-Unis, qui est, je viens d'oublier évidemment son nom, Porto Rico, qui était une île américaine. Et puis il y avait l'île de Guam, etc. aussi dans le Pacifique, qui est toujours une base américaine. Et puis les Philippines qu'ils ont occupées pendant très longtemps, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils avaient volé comme colonie emprunté aux Espagnols en 1898, ou Cuba aussi, dont ils ont toujours une partie du territoire avec la base de Guantanamo. Donc cette idée que les États-Unis continueraient à s'étendre, c'est pas quelque chose de complètement fou dans l'histoire américaine, parce qu'elle a été construite que comme ça, en achetant ou en prenant des territoires aux autres. Bon, c'est un peu baroque, je le reconnais, mais comment ça s'appelle, la conformation d'esprit aujourd'hui des États-Unis, c'est de se dire on a été trop gentil pendant trop longtemps. Il y a des ressources qui se trouvent dans le pôle Nord. Les Canadiens, les Russes, tout le monde est en train de se servir, et nous, on est en train de perdre une zone d'activité très importante. On a, face à la mondialisation et à l'agressivité des Chinois, on a besoin de prendre plus d'énergie partout où on peut. Et voilà. Mais bon, les États-Unis, c'est un géant. Qu'est-ce qui va lever le petit doigt ? Ça va être, c'est qui va lever le petit doigt ? Alors qu'en plus, il y a la moitié des pays européens qui sont américano-gaga. Les Allemands, les Italiens, les Hollandais, les Anglais, ils sont plus dans l'Europe. Attention, notre ministre des Affaires étrangères envisage d'envoyer des troupes au Groenland. Donc, très bien. Je pense que ça va calmer les ardeurs de... Celles qui sont fait virer du Tchad ou... Voilà. Bon. Voilà, donc... Non, mais... Jacques Millard. Alors, je vais revenir sur un point. Oui, ce que allez-y. dit notre ami Alphonse est tout à fait vrai. Et contrairement à ce que tu peux penser, ils ont payé pour la Louisiane. J'ai vérifié ça quand j'étais au ministère des Affaires étrangères. Mais on pourrait dire que ça n'a pas été assez. Ils ont payé grâce à des capitaux anglais qui ont prêté aux Américains, et Napoléon a pris cet argent pour constituer une flottille pour envahir l'Angleterre. Au passage. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce que je relève aujourd'hui dans la volonté du retour du politique chez Trump, c'est pas bien sûr les folies qu'il prétend avoir au Groenland ou ailleurs. C'est dans l'ordre interne. Quand il dit à la Fed, vous n'allez pas toucher les taux et vous allez les baisser, ça montre qu'il y a une volonté du retour du politique. Oui, ça c'est vrai. Et je crois que ça, c'est un début, et que à ce titre, en France, il faut arrêter de faire confiance aux juges. Il y a un moment, il va falloir mettre en place des procédures pour leur dire c'est comme ça et pas autrement. Alors, on va marquer une pause et on continue nos débats dans un instant. Le Hamas vient de publier le nom de 3 otages israéliens libérables demain, et le franco-israélien Ofer Calderon est dans la liste. On va en reparler dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi. On continue notre tour de table et on va parler, vous vouliez parler, Pierre Martinet, de Boualem Sansal, et on pourra parler de cette libération des otages qui se fait au compte-gouttes. Alors peut-être parlons de Boualem Sansal dans un premier temps. Ouais, Oui. c'est un peu lié au fait. Oui, c'est ça, tout est lié. Oui, tout est lié, et le dénominateur commun, c'est l'inaction. L'inaction de certaines diplomaties, et pour revenir plus particulièrement à Boualem Sansal, qui fait partie avec moi du comité stratégique de Frontières, du Média Frontières, avec ce livre noir, c'est impressionnant d'immobilisme et d'inaction de notre diplomatie aujourd'hui, qui n'a pas pu mettre en place la protection consulaire qu'il mérite, hein, comme tout ressortissant européen. Juste pour info, la protection consulaire date du XIIe siècle. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la diplomatie internationale, quelles que soient les raisons d'emprisonnement de nos ressortissants, qu'il ait tué ou qu'il ait eu un accident. Il a tout de suite droit à une protection consulaire. On ne peut même pas mettre en place la protection consulaire. On ne peut même pas envoyer un avocat français pour être consulté. On a des infos par le biais d'eux. Et quand j'entends le ministre des Affaires étrangères qui est en train de nous expliquer qu'il envisagerait d'envoyer des troupes face aux États-Unis, au Groenland, je tombe de ma chaise, parce qu'on n'est même pas capable de récupérer Boualem Sansal. Boualem Sansal n'est pas prisonnier. Boualem Sansal est otage d'un gouvernement qui nous piétine, qui nous humilie depuis des années. Et là, on atteint le paroxysme de l'incompréhension et de relations qui sont totalement dégradées. L'humiliation de la France, oui, et on peut prononcer le mot. Humiliation, soumission. Alors moi, je veux bien que le ministre des Affaires étrangères passe son temps sur les plateaux de télévision à nous expliquer que oui, on fait ce qu'il faut. Faut pas en parler, parce que la diplomatie, c'est une affaire secrète et privée. Mais en vérité, je vais vous dire ce qui se passe réellement. C'est le service minimum. Et ça, c'est une information que je peux vous donner. C'est le service minimum. Parce qu'on fait quelque chose, ils font quelque chose, ils ont des échanges, ils se déplacent. Il n'y a pas de sujet. Il y a aussi, par le biais de la DGSE, du chef de poste en place, etc. etc. Mais c'est le service minimum. Parce qu'on marche, avec l'Algérie, on marche sur des œufs. On a la communauté algérienne. De quoi on a peur ? On a peur de beaucoup de choses. On a peur déjà de répercussions dans les rues. Vous avez vu tous ces influenceurs ? Vous avez vu tous ces chefs d'entreprise franco-algériens et algériens ? Des dossiers sur la corruption de certains responsables politiques. Ça, je n'ai pas d'informations là-dessus. On le dit. Oui, on le dit aussi. Il y a des financements de campagne. Et si vous voulez, dans mon coup de gueule... Pas très ancienne. Bon, ça va, on verra. Il y a des livres. Il y a la présomption d'innocence. Il y a monsieur Marc Edenveld qui a écrit un très beau livre sur un personnage politique très important et sur ses relations avec ce pays. Alors continuez en fait, sur votre coup de gueule. Dans mon coup de gueule, de la continuité, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui se passe aujourd'hui avec mon ancienne vie, c'est qu'on est en train de se faire jeter de tous les pays africains. Oui, bien sûr. On est en train de se faire jeter avec des pays avec lesquels nous avions des accords de défense. Absolument. Depuis les années 60, depuis les années 70, même avant. Je pense au Tchad, où j'ai reçu hier la note de service où on rétrocédait nos camps à Djamena et ailleurs. Mais quelle tristesse. Et depuis 7 ans, on est en train de perdre toutes nos places en Afrique, enfin nos places militaires, nos accords de défense, nos bases de défense, on est en train de les fermer. Le Sénégal va nous jeter, le Mali, le Burkina Faso, tout le Sahel, on n'y est plus. Le Tchad, alors c'est un pays que je connais bien, j'ai vécu là-bas de longs mois, années. Mais qu'est-ce qu'on devient en fait ? Où est la voix de la France ? Alors effectivement, répondre à un TikToker qui explique qu'il ne peut pas payer son péage avec son téléphone, et puis en plus c'est une fake news, c'est facile à faire, mais aller vraiment avoir des rapports avec nos partenaires africains, on est incapable de le faire. Oui, absolument. Jacques Méhard. Oui, moi je voudrais dire une chose. Premièrement, je suis intimement convaincu que la France reprendra pied, parce que tous ces braves gens en Afrique vont être très déçus par leurs nouveaux alliés. Ils le sont déjà. Donc, faut pas paniquer. Parce que les Chinois ou les Rousskis, je peux vous dire, ce sont des cyniques.
Donc, quand les Africains verront qu'ils se font couillonner par ces gens-là, ils vont y réfléchir à 2 fois. Deuxièmement, nous avons un appui très fort qui est la francophonie. C'est-à-dire que nous avons beaucoup d'Africains qui voient ce qui se passe en France. Mais puis, dernier point, et surtout le premier, c'est qu'on a eu un président de la République qui a donné des verges pour se faire battre. Parce que vis-à-vis de l'Algérie, elle est affirmée à 2 reprises que la France a commis un crime contre l'humanité. Ça, il faut le faire. Je peux vous dire que c'était du bain béni pour les Algériens. Donc ça, et puis ensuite, avec tout ce qui s'est passé en Afrique noire, lorsqu'il a dit « Ah ben oui, le président sort, je ne sais plus où c'était, parce qu'il va réparer la climatisation ». C'est d'une imbécilité totale. Donc il faut bien prendre en compte, je dirais, les fautes qui ont été commises par le président de la République française. Oui. Oui, il n'y a rien à ajouter, évidemment. Parlons des otages, puisqu'on vient d'apprendre donc il y a une dizaine de minutes que l'un des otages franco-israéliens ferait partie de ceux qui seront libérés demain. Donc Ofer Calderon, redire peut-être un mot sur ces images ignobles. Il n'y a pas d'autre mot de la libération hier d'une des otages et de cet homme de 80 ans qu'on a obligé à marcher à travers la foule. Et vous nous disiez, Pierre Martinec, vous qui êtes un spécialiste de la défense, que vous observiez les armements, les équipements, tout est neuf et moderne. Alors oui, effectivement, il y a 2 aspects dans ces images. Il y a évidemment la libération des otages, et on est tous contents de retrouver. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser, parce que j'ai été moi-même otage en Libye, et j'ai vu le cinéma qu'ils ont fait quand ils nous ont relâché le lendemain. On a été obligé de lire des textes, filmer avec des drapeaux et machins. C'est pas dans le même contexte, il n'y a aucune comparaison. Mais voilà où ça en est aujourd'hui. Ce sont des images de propagande, évidemment. Mais ça fonctionne, parce que sur les réseaux sociaux, partout, les gens disent mais elles sont en forme, elles sont bien, elles ont grossi, elles ont mangé. Donc ils se rendent pas compte de ce que c'est d'être otage de ces gens-là, de ce groupe islamiste armé terroriste. Et donc dans ces images-là, on a à la fois, on montre à l'opinion internationale, et c'est la guerre de l'image, la guerre de la communication qu'Israël a perdu, et le Hamas continue à la Là, c'est de la communication pure et simple, ce qu'on voit. Et effectivement, comme je le remarquais depuis le début de leur libération, le Hamas montre également des terroristes équipés en équipement neuf. Ils sont tous propres, c'est tout neuf, des chaussures, du treillis, de l'armement. Ils sont tous, on va dire, regaillardis. Et c'est ce que je crains. Moi, si Israël n'a pas pu aller au bout de l'extermination totale de ces groupes terroristes, eh bien, le 7 octobre va se reproduire dans quelques années. Oui. Rémi Branco, sur ces images. Tout est épouvantable et tout est obscène, depuis le 7 octobre jusqu'à la rétention elle-même, jusqu'à la libération elle-même, jusqu'à ce compte à rebours. Enfin, on dirait le feuilleton d'une série atroce, avec l'impression qu'on est dans la main d'un groupuscule terroriste qui décide quand, où, à quelle heure, dans quelles conditions, avec quelles images ils vont procéder à une libération dont il faudrait que nous, évidemment, on se réjouisse, parce qu'on ne peut que se réjouir de la libération d'otages. Enfin, c'est l'obscénité jusqu'au bout, et je partage les inquiétudes de Pierre Martinet. Moi, tout ce que je vois aujourd'hui me fait dire que ça donne raison à ce qu'a fait, hélas, le Hamas, et qu'ils le reproduiront, en tout cas ils tenteront de le reproduire à l'avenir. Et c'est ça, à mon avis, sur quoi il faut qu'on réfléchisse dès à présent, c'est comment on empêche un futur 7 octobre et comment on éradique effectivement ces groupuscules. Oui, Arnaud. Il y a un choc de communication, c'est sûr. Bien sûr. L'utilisation des codes des séries télé, des jeux vidéo, est un classique aujourd'hui. Il y a une utilisation de l'image, de codes, que tout le monde peut comprendre. Avant, la particularité, c'est que les groupes terroristes moyen-orientaux, on va prendre ceux-là, puisque c'était ceux qui nous ont intéressés pour le plus, utilisaient une communication et des vocables, un vocabulaire que nous ne comprenions pas en vérité. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas spécialistes des choses, qui n'étaient pas véritablement informés sur ces réseaux, sur la façon d'utiliser la sémantique, etc., échappaient complètement. Alors on comprenait rien du tout, y compris à leurs revendications. Maintenant, ça a changé. Rappelez-vous les premières images que nous avons eues après le 7 octobre. On voit une salle de contrôle
avec des écrans dans le noir, et où ils sont en train de planifier l'attaque du 7 octobre, comme s'ils étaient dans une situation room, comme s'ils étaient véritablement, c'était un pays qui en attaquait un autre, avec et il y avait aussi un côté méchant de James Bond, mais qui peut fasciner aussi des jeunes à l'autre bout du monde, qui sont complètement nourris de ces jeux électroniques, de cette culture, des séries, etc., et qui donc retrouvent des motifs d'adhésion. Et c'est ce qu'on cherche. On cherche à avoir de l'adhésion. Et en plus, on est dans une inversion de tout. C'est-à-dire, c'est 1984. La défaite, c'est la victoire. La vérité, c'est le mensonge, etc., etc. Et on est totalement là-dessus. Mais le but, il n'est pas de parler à nous, qui ne sommes pas concernés. Il est de parler à la Oumma, bien sûr, aux gens qui sont partout dans le monde et qui seraient susceptibles double communication. Et ça a fonctionné. Il n'y a qu'à voir toutes les manifestations monstres qui ont lieu depuis le 7 octobre. Et moi, depuis le 7 octobre, j'interviens souvent, et si j'ose espérer, si j'ose trouver un point positif au 7 octobre, c'est qu'on a la réelle photographie de ce qui se passe en Europe. En Occident, mais en Europe, parce que nous sommes européens. Les appels au djihad dans la rue à Paris, c'est sûr que ça, c'est la vraie image de ce qu'il y a aujourd'hui. L'état d'islamisation de nos sociétés européennes est très, très avancé. Autre information, le père Bibas, Yarden Bibas, serait également libéré, mais pas sa femme ni ses enfants. C'est vraiment le supplice. J'en ai des frissons, quoi. C'est franchement le supplice, le cynisme, la cruauté. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous jusqu'à midi. Je rappelle le livre de Pierre Martinet, un agent. Alors allez-y, parce qu'effectivement, pris en otage. C'est pris en otage, un agent du service Action Raconte aux éditions Mareuil. Il est sorti il y a moins de 2 ans. Et je suis vous racontez un certain nombre de choses. Je raconte ce qui s'est passé en Libye. Je raconte ma vision des printemps arabes et de l'islamisation. Je reviens sur plein de choses, notamment ma prise d'otage. Et c'est en rapport, à chaque fois que c'est en rapport avec le 7 octobre, c'est en rapport avec ce qui se passe en Libye, c'est en rapport avec ce qui se passe au Sahel. Et j'ai une vision de terrain, parce que moi, ça fait 40 ans que je vais sur le terrain, ça fait 40 ans que je suis en Afrique, que je vais en Afrique. Voilà, j'ai vu une expertise et j'ai une expertise différente. Enfin, je détiens aucune vérité, mais j'ai une expertise différente de ce que je vois. Mais pourquoi les choses qui sont dites parfois dans certains livres ne ressortent pas? Et je citais hors antenne, Jacques Miard, vous n'êtes pas sur le plateau, mais je le redis pour vous, il y a le procès de Nicolas Sarkozy en ce moment, et Laurent Valdiguier, qui est journaliste pour Marianne et qui suit le procès, dit: le procès libyen est une plongée folle dans les eaux troubles de la Ve République et de la présidence Sarkozy. La façon dont il est sous couvert, c'est-à-dire pas très bien couvert par la presse, alors que la salle est pleine, on dit long sur l'état de décrépitude de l'information. Et c'est vrai qu'on a oublié qu'en ce moment, il y avait un procès Sarkozy. Pleine de journalistes. Pleine de journalistes, c'est ça. Il n'a pas très bien formulé, Valdiguier, mais ça veut dire qu'il y a des journalistes, mais que finalement personne n'en parle. Très peu d'articles. Oui, enfin, faut pas exagérer du tout, parce que l'affaire libyenne est connue depuis un temps certain, pour m'être rendu à plusieurs reprises en Libye. Je voudrais rendre hommage, moi, à tous ces agents que Pierre Martinet connaît et dans lesquels il a servi, parce qu'ils sont dans l'ombre, ils font un travail extraordinaire. C'est une source de renseignements extrêmement importante, et donc je tiens à leur rendre hommage, parce que j'en ai connu pas mal, et que quand j'étais à la délégation parlementaire au renseignement, je dois dire qu'on a eu d'excellentes relations avec eux en tant que parlementaires. Et donc c'est très important. L'affaire libyenne, vous savez que on est allé visiblement au-delà du mandat qui nous avait été alloué par les Nations Unies, et qu'il y a eu de ce côté-là une faute dont les Soviétiques ou les Russes, peu importe, vous les appelez comme vous voulez, nous le reprochent encore. Et ça a déstabilisé complètement cet État. Alors c'est pas si simple, parce que les Libyens eux-mêmes, je dirais, sont extrêmement fractionnés. Il y a des luttes de clans, tribus, il y a de la corruption, etc. Et donc c'est vrai que ça a permis d'alimenter en armes notamment toute une série de groupes au Sahel et ailleurs. Donc effectivement, je crois qu'aujourd'hui,
on paye quelque part ce qui a été une action, à mon avis, beaucoup trop intrusive et déstabilisatrice. Donc ça va pas être facile à rétablir, mais rien n'est perdu d'avance. Ouais. On va revenir en France avec vous, Rémi Branco. Coup de cœur, coup de gueule. Oui, pardon, c'est pas tout à fait le même terrain dont on parle. Alors, j'étais parti, Valérie, pour vous donner un coup de cœur, une fois n'est pas coutume, mais j'ai l'impression depuis quelques heures qu'il est en train de se transformer en coup de gueule. Le coup de cœur, ça arrive. Bon, on est le 31 janvier. Le mois de janvier, quand on est un élu local dans la ruralité, c'est le mois des vœux. Donc, tous les week-ends, je vais dans les 25 communes de mon canton et au-delà pour parler avec des Lotois, leur adresser mes vœux. Et j'étais très frappé par ce que m'ont dit les Lotois qui étaient encore plus nombreux dans les vœux. Ils étaient encore plus nombreux que d'habitude. Parfois, vous avez la moitié d'un village qui est là. Il faut prévoir un paquet de galettes. Et ils viennent vous dire quoi? On vous a écouté. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est en train de se passer en haut? Parce que localement, on essaie de faire des choses, mais qu'est-ce qui se passe en haut? Sous-entendu, est-ce qu'ils vont se mettre d'accord? Est-ce qu'on va pouvoir avancer? Ou est-ce qu'on reste dans le bordel pas possible? Et auquel cas, on est inquiet. C'est à la fois le retraité qui vient me voir, qui est inquiet pour ce qui va se passer pour ses retraites. C'est l'agriculteur qui vient me voir. C'est le jeune qui veut faire des études, etc., etc. Et il me disait aussi au passage, qui me faisait plaisir, d'où mon coup de cœur, enfin, vous, la gauche, sous-entendu le Parti socialiste, vous redevenez raisonnable. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des compliments du fait d'être de gauche, donc j'en profitais. Enfin, vous redevenez le parti qu'on a connu, Jospin, Hollande, vous vous mettez autour de la table, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais vous redevenez responsable et vous vous éloignez d'LFI, de tous ceux qui veulent le chaos. Et j'étais content de voir aussi, c'était mon deuxième coup de cœur, j'en pouvais plus là, c'était de voir que François Bayrou, son ministre de l'économie, Éric Lombard, tendait la main, contrairement au gouvernement précédent, et on commençait à avancer vers des discussions de compromis. Je m'aperçois que ça se tend, qu'aujourd'hui, il y a quelques signaux qui devraient être donnés très clairs vis-à-vis du monde du travail, de ceux qui travaillent, qu'on puisse absolument pas, que ce soit interdit de parler d'augmentation du SMIC. Alors on dit même plus 1500 euros, 1600 euros, mais quand même donner un coup de pouce à ceux qui bossent et qui en peuvent plus. Vous parliez du chômage et du chauffage. On va avoir les deux. C'est-à-dire qu'on a le chômage qui va augmenter, puis le prix du chauffage, le prix de l'énergie, le prix du carburant, tout cumulé qui fait que des gens en peuvent plus. Et là, moi, je dis à la fois au gouvernement et aux partis de gauche raisonnables que je soutiens, mettez-vous d'accord. Nous, dans les territoires ruraux, on ne peut pas se permettre d'avoir le chaos demain. Moi, je comprends qu'à Paris, Lyon, Bordeaux, on sache que, de toute façon, l'investissement arrive, l'investissement privé. Nous, dans le Lot, on n'a pas Airbus, on n'a pas LVMH, on n'a pas... Donc nous, si demain, on n'a pas de budget dans nos collectivités, si on ne peut pas investir, moi, c'est les artisans, c'est les PME qui viennent me voir et qui me disent, mais attendez, M. Branco, si vous n'avez pas de budget, si vous investissez pas dans les communes, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On met la clé sous la porte. Parce que nous, on n'a pas d'investissement privé qui nous permet d'avoir des chantiers, des carnets de commandes tous les jours. Donc moi, je dis, à la fois pour les intérêts économiques, d'activité, et puis pour tout ce monde d'associations culturelles, sportives qui sont inquiètes, etc. Mettez-vous d'accord. Je pense que c'est l'honneur d'un gouvernement et de partis politiques de trouver des compromis. On peut voter contre un budget sans faire sauter tout le pays et remettre le chaos pendant 3 mois. Oui, sauf que c'est pas ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je passe du coup de cœur au coup de gueule. Un mot sur ce qui est en train de se passer, peut-être vous, Arnaud, Stéphane? Oui, plusieurs choses. La première, c'est que c'est compliqué de mettre autour d'une table des gens qui ont des tropismes idéologiques et économiques aussi différents, en vérité. C'est compliqué de demander à Monsieur Attal, qui est un ancien du Parti socialiste, mais qui est d'accepter avec ses voix et son groupe de détricoter la politique qu'il a menée les années précédentes, parce que c'est ça en fait. On va demander de détricoter 7 ans de macronisme. Vous comprendrez bien qu'il y a des réserves de certains. Et puis, au sein de LR qui pèse, en vérité, on pense à LR avec son groupe à l'Assemblée nationale, mais en vérité, LR apporte beaucoup avec sa majorité au Sénat. Et par exemple, la commission mixte paritaire dont nous entendons parler beaucoup depuis ces derniers temps, elle est composée en grande partie de gens de LR. Vous avez 4 LR et vous avez 4 membres du socle commun, et puis après vous avez les autres partis qui sont présents, notamment Monsieur Coquerel au titre de la commission des affaires l'affaire économique, c'est ça, du budget, des finances. Merci Jacques. Donc évidemment ils vont pas s'entendre. Pourquoi ? Parce que les gens qui aident, soutiennent, supportent le camp macroniste, ils vont pas accepter que tout d'un coup on leur retire leur sandwich ou qu'on leur retire leurs économies pour partir en vacances.
c'est les grandes vacances, mais et donc ils vont pas accepter ça. Moi, je comprends que la gauche essaye de jouer son rôle, particulièrement le Parti socialiste, qui a été un très grand parti de gouvernement, etc., et qui se retrouve aujourd'hui accolé à des gens avec qui finalement c'est pas très sympa de se mettre sur la photo, enfin de moins en moins. Enfin bon, ils vous tiennent quand même une partie de vos circos. Ça va être compliqué aussi, hein, de se libérer. Après. Monsieur Bayrou avait la possibilité de changer ça avec l'arrivée de la proportionnelle. C'est pas encore fait. Moi, ça me paraît extrêmement risqué comme pari pour la bonne et simple raison, c'est que ni LR, ni le socle commun, ni les centristes ne sont d'accord sur le fait de taxer notamment le travail et puis notamment des grands groupes parce que il y en a certains, ils en viennent ou ils aimeraient bien y aller. Jacques Mirard. La solution, moi, de mon point de vue, Valérie, la solution, c'est de dézinguer les doublons. C'est là que nous avons des sources d'économie énormes. Et là, il faut y aller. Et ce n'est pas en créant des nouvelles taxes que l'on va justement permettre le redressement. Ce qui manque à la France, ce sont des investissements. Oui. Et là encore, il y a des solutions, mais il faut avoir le courage de remettre la Commission à sa place. Et là, c'est pas dit que ça va se faire. Mais si vous ne prenez pas des mesures pour accroître largement les investissements en France, c'est inutile. Il n'y a aucune solution à la dette de la France dans le cadre des traités européens. Alors, on va marquer une petite pause et on va revenir parler des patrons, justement. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, nous commentons l'actualité. Alors je vais vous faire écouter un extrait d'une interview de Sophie Binet, donc la patronne de la CGT. Elle répondait à Bernard Arnault et aux patrons des patrons. Hier, on l'a évoqué, qui disait ceux qui partent ont raison de partir. Hein. C'est ce qu'il disait. Écoutez ce que répond Sophie Binet. Écoutez, ce chantage à l'emploi, on n'en peut plus. Pour rester sur le cas de Bernard Arnault, c'est seulement 20% de ses salariés qui sont en France aujourd'hui, donc le Made in France est très relatif. Et ces propos, ces comportements sont à l'image du comportement des grands patrons aujourd'hui qui coulent le pays. Ils n'en ont plus rien à faire de la France, ils n'en ont plus rien à faire de l'intérêt général. Leur seul objectif, c'est l'appât du gain. Moi, j'ai envie de dire, les rats quittent le navire. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, les rats quittent le navire. Donc on traite les grands patrons de rats. Ils n'ont pas d'intérêt pour la France. C'est pas complètement faux. Pour certains. Mais on n'est pas obligé de parler que des grands patrons. Non, parce que non, là c'est parce qu'il y a le patron de Michelin, le patron d'LVMH. C'est symbolique c'est symbolique d'un pays de notre pays, mais je peux vous dire que dans mon domaine, il y a plein de PME, de TPE qui veulent partir, et moi-même je suis parti. Donc parce qu'on peut pas travailler en France, on est asphyxié. Je parle pas de ces gros groupes, on fait toujours référence à eux, mais moi je préfère aller bosser ailleurs. Hein. Je suis parti, j'ai été migré dans un autre pays, je suis parti. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui partent. Bien sûr, mais j'ai plein d'amis de mon univers, j'ai plein d'amis dans l'immobilier qui ont monté des entreprises aux États-Unis et ailleurs. Ils ne veulent plus revenir en France. Oui, mais tout le monde ne peut pas. Enfin, si vous parlez des entreprises du Lot, en l'occurrence. Non, mais je dis pas que tout le monde peut. Mais ce que je veux dire, c'est que dès qu'on a la possibilité de le faire. Mais moi, je pars. On est asphyxié, on peut pas embaucher. C'est impossible. Mais quand on donne 3 000 euros à un salarié, on en donne le double à l'État. Tant qu'on n'aura pas un rabot social, tant qu'on n'aura pas rétabli une certaine équité dans les prestations et dans les charges, mais un serveur aujourd'hui en France, mettez-le aux États-Unis, il gagnerait 3 fois plus, quoi. Évidemment, il n'aura pas une protection comme il a en France. Sauf qu'il payera lui-même son assurance. Bien sûr, mais c'est une démarche individuelle, c'est une responsabilité individuelle. Mais moi, je dis pas que c'est mieux aux États-Unis. Je suis en train de dire qu'il y a un équilibre à avoir entre ce qu'on est, nous, écrasés par le poids des charges sociales, et ce qu'ils font aux États-Unis. Oui. Il y a des solutions. C'est la TVA sociale, c'est-à-dire de faire payer, je dirais, le système social à l'entrée par, je dirais, une possibilité de taxation, c'est-à-dire qu'on taxe les importations et on a nos exportations qui ne le sont pas. Et donc, les rats quittent le navire, c'est d'une imbécilité totale. Et qu'elle devrait se poser. Pourquoi ? Quel est le système qui chasse
les entrepreneurs de France. Et ça, c'est un problème. Je crois que c'est une polémique inutile. Malheureusement, Valérie, je vais être obligé de vous quitter parce que j'ai une urgence à faire. Bon. On vous pardonne, Jacques Miard, et merci à vous. On a bientôt fini de toute façon. Le combat continue. Et on attend votre prochain brûlot. Rémi Branco, une réaction? Moi, je suis désespéré quand je vois ça. On ne traite pas de rat qui que ce soit, et surtout pas quelqu'un qui, pour le coup, embauche en France et fait quand même tourner l'économie française et au-delà. Et de l'autre côté, on menace pas de quitter la France quand on est patriote et quand on a un chef d'entreprise qui est attaché à son pays. Après, moi, ce que je trouve absolument déplorable, c'est que dans ce pays, on ne soit pas capable de se parler. En Allemagne, en ce moment, vous avez une crise industrielle majeure. Vous avez ThyssenKrupp qui vire 10 000 personnes. Il y a une manifestation des patrons aussi. Vous avez à la fois des patrons, des salariés qui sont en colère. Ils sont encore capables de se parler. C'est quand même fou que dans ce pays, que ce soit sur le SMIC, que ce soit sur les salaires, que ce soit sur des grands plans industriels, on ne soit pas capable de se mettre autour de la table sans s'insulter, sans s'appeler rat, sans menacer de faire du chantage pour quitter le pays. Moi, c'est ça qui me rend fou, c'est cette incapacité. Et je voudrais vous dire quelque chose quand même. Localement, on est d'autant plus étonné que nous, on se met d'accord. Entre collectivités, entre entreprises, entre associations, entre des gens qui ne sont pas d'accord, mais on se met autour de la table, on trouve des solutions. Et le fait qu'au niveau national, on n'y arrive pas, franchement, ça crée aussi un décalage d'incompréhension totale, avec l'impression qu'il y en a en haut qui jouent, qui font du théâtre, qui claquent la porte, je menace de quitter la France, qui se traitent de rats, alors qu'on sait très bien qu'en bas, nous, nos entreprises, on bosse avec. Ils vont voir le département, la région, on va les voir, ils savent qu'ils ont besoin de routes en bon état, on sait qu'on a besoin qu'ils investissent pour faire marcher nos bourgs et leur rendre vie. Voilà, donc aujourd'hui, ce cinéma et ces invectives, ça paraît complètement hors sol. Oui, Arnaud, Madame Binet devrait quand même s'interroger sur l'économie et se poser la question de savoir de quoi elle parle. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est la première secrétaire générale de la CGT qui n'est pas ouvrière, elle vient de la fonction publique, me semble-t-il. Et d'ailleurs, ça tombe bien. C'est là où ils font leur score parce que c'est pas dans l'économie réelle que la CGT aujourd'hui fait ses scores qui lui permettent de sa représentativité. Ce qui est intéressant, c'est que de quoi parle-t-elle? Moi, j'ai pas de part et je suis pas très ami avec Monsieur Bernard Arnault. Mais quand elle nous dit il y a que 20% de ces salariés de son groupe qui sont en France, mais de quoi parle-t-elle? Elle sait de quoi elle parle en économie, parce que c'est pas le nombre qui compte, c'est la valeur ajoutée que crée le travail qu'ils font. Si ce ne sont que des gens avec des professions à très haute valeur ajoutée, c'est pas 20% du groupe avec peut-être 70% de la valeur. C'est pas la même chose quand même. De quoi parle-t-elle? Je crois qu'elle parle de quelque chose qu'elle ne connaît pas en fait. Voilà. Parce que je pense que les maltiers de chez LVMH qui sont à Asnières, vous pouvez pas les bouger ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ce sont des maîtres d'art. Ils sont dans un environnement particulier. Il y a un savoir-faire, il y a des matières, il y a etc. Ça, vous pouvez pas le bouger en fait. C'est pas vrai. Et puis vous avez toutes les directions stratégiques etc. qui sont en France. Et tout ça, ces gens-là ont une forte valeur ajoutée. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ça nous dit beaucoup aussi de ce qu'est devenu le syndicalisme en France. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi SAMU. Nous sommes toujours dans des syndicats qui ont des cultures très différentes et la CGT et d'autres sont toujours dans le syndicalisme révolutionnaire. Et de tout ce que nous disons autour de la table, nous, on pense syndicalisme allemand, c'est-à-dire syndicalisme réformateur. Donc évidemment, on est obligé de faire on rêve d'un syndicalisme réformateur où il serait possible de se parler entre patrons et ouvriers ou travailleurs, alors que dans les faits, on se retrouve avec des syndicats qui sont hirsutes et qui sont révolutionnaires. Parce que je veux dire, aller parler avec les mecs de Sud ou avec d'autres, vous allez faire. Est-ce que vous avez déjà entendu le patron de Volkswagen menacer de quitter l'Allemagne? Non. De dire si vous continuez, nous on se barre. Non. Non, mais il a pas. Mais il a pas. Ils ont pas tout à fait non plus la même taxation à 40%. Et moi, ça me fait. Enfin, quand j'entends ils sont pas patriotes, mais au nom de quoi? Mais c'est vrai qu'ils sont pas patriotes. Ça fait 20 ans qu'ils nous parlent du village global, de que c'est mieux ailleurs, que les États-Unis c'est l'horizon indépassable. Mais au nom de quoi les entreprises devraient payer pour l'incompétence de l'État? Enfin, je veux dire, il y a un moment, on revient à notre question de. Il a soutenu qui, M. Bernard Arnault, pendant les élections? Non, mais. Ce qui me gêne, ça fait combien de temps qu'il soutient oui, mais là, il ne le soutient plus. Ah, très bien. Non, enfin, j'en sais rien. Quand Trump veut baisser les charges des sociétés à 15%,
Nous, ça bouge pas et on augmente les taxes pour payer notre dette. Encore une fois, il y a un pays, l'Irlande, où les taxes en dessous de 15. L'Angleterre veut la mettre, veut s'aligner à peu près sur l'Irlande. Je pense qu'on est étouffé en fait. On est étouffé, que ce soit les petites entreprises dans les je les vois aussi, puisque maintenant j'habite dans la ruralité. Ils sont aussi étouffés ils peuvent pas embaucher, ils peuvent pas prendre un ouvrier parce que ça coûte trop cher. Ils prennent des stagiaires, vous voyez, certains font travailler des gens au noir parce qu'ils n'arrivent pas à payer. Enfin voilà, on est dans un système qui n'incite pas à créer, qui n'est pas un système qui incite aux entreprises aux gens de créer leurs entreprises. Je trouve ça intéressant ce que vous dites parce que moi j'ai pas le même son de cloche. Alors c'est normal, les territoires sont différents. Oui, bien sûr. Moi chez moi le vrai problème c'est pas que on a trop de charges, c'est qu'on n'arrive pas à trouver de la main d'œuvre. C'est que mes entreprises n'arrivent pas à recruter. Il n'y a personne pour bosser sur des territoires où les jeunes sont partis, où on n'a pas assez d'actifs. Et on se retrouve aujourd'hui, parce que c'est vrai aussi que le chômage a baissé, alors il va peut-être réaugmenter. Et par ailleurs, il y a la question effectivement des salaires, de nouvelles conditions de travail que veut avoir une nouvelle génération. Et malheureusement, ça va être compliqué de s'y adapter. Donc moi, je trouve ça étonnant. Et puis, question que je voulais vous poser. Du hamac et du... La question que je voulais poser, depuis 7 ans, les impôts à la production, les charges, elles ont baissé. Quand vous dites c'est impossible d'investir en France, etc., mais qu'est-ce que c'était à 7 ans d'embaucher. Qu'est-ce que c'était à 7 ans alors? Ça devait être l'enfer total, quoi. Mais il y a plus de 7 ans, j'avais une entreprise, on ne pouvait pas embaucher, on prenait que des stagiaires. Mais on n'est pas champion du monde des investissements à l'étranger, la France, depuis 7 ans, il me semblait. Donc moi j'ai pas l'impression qu'on soit. Voilà, je veux dire que je suis pas sûr que le tableau soit aussi noir, quoi. Le tableau n'est pas noir. En revanche, vous parlez de salaire. Quand aujourd'hui il y a beaucoup de Français qui refusent de faire certains métiers. Ah ça, oui. Pourquoi ils refusent de faire certains métiers? Un serveur, prenons un métier qui est difficile, le métier de serveur. Un métier de serveur, il est payé, il a un fixe, on va dire aller entre un peu plus du SMIC, on va dire 1005, un peu plus net, je parle net. Un peu plus maintenant, même, ils sont obligés de les payer plus. Mais si vous prenez le même salaire avec moins de charges, si on diminue toutes ces charges et qu'on responsabilise la personne, s'il veut se payer une retraite, s'il veut se payer une assurance, on lui double ou on lui triple son salaire, vous allez voir que vous allez attirer plus de personnes. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe aux États-Unis. À chaque fois, je prends l'exemple parce que j'ai des amis qui ont des restaurants aux États-Unis, leurs serveurs, ils les payent pas $1500 par mois. Ils sont à $4500 par mois, certains. Oui, mais vous avez après des retraités extrêmement pauvres parce qu'ils n'ont pas notre système. Vous avez des gens qui peuvent pas se payer les soins. C'est ça, quand on baisse les charges, il faut voir aussi en face, quoi. Mais ça responsabilise les gens et ça va attirer du monde. Moi, il y a quand même quelque chose qui depuis des semaines, et merci de me laisser l'occasion de pouvoir m'exprimer là-dessus. Depuis des semaines, j'entends. Mais non, mais vous comprenez pas. On essaye d'embaucher, on peut pas. Les Français veulent pas faire ces boulots parce que c'est pas assez payé. Alors on est obligé de faire venir peut-être des immigrés ou des gens qui ont une moins bonne formation, etc. Très bien. Si on arrêtait de sponsoriser aussi une partie de ces embauches. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire lesquelles? Pourquoi je dis ça? On nous dit, les gens qui travaillent dans des entreprises ou dans des métiers difficiles, ramassage de poubelles, etc., ils habitent dans des logements sociaux. C'est nous qui les avons payés. Ils payent dans les logements sociaux. Ils ont des aides. Ils ont des allocs qu'on leur donne. Des PL, des trucs, machin, etc. L'école est gratuite. Ou pas grand-chose. Voilà, les cantines sont pas chères non plus. Donc en vérité, c'est du dumping sur ceux qui peuvent vivre dans la zone juste à côté des villes et des zones d'activité. Là où vous êtes, zone périphérique et rurale, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Donc vous avez plus de disponibilité. Et quand les gens ont le choix de faire un travail, ils vont choisir plutôt le travail qui paye plus que le travail qui paye moins. On va pas leur reprocher ça quand même. Mais ce qu'on nous explique depuis le début en nous disant mais non parce que c'est très difficile, les Français ne veulent pas faire ces métiers. Ils veulent pas faire ces métiers parce qu'ils habitent maintenant à 1h30 des centres-villes, que tout coûte cher et qu'ils vont pas se tordre alors qu'ils sont pas sponsorisés. Et en plus ils payent pour que les mecs sponsorisés prennent leur job. Donc, mais vous avez aussi les petites entreprises qui ne peuvent pas embaucher compte tenu du poids des cotisations sociales. Et par rapport aux États-Unis aussi de la protection sociale, donc c'est un bien, mais c'est aussi un protection frein, sociale. Si c'est pour finir pendant 6 heures aux urgences à attendre sans être soigné, vous m'excuserez. Est-ce que ça vaut le coup? Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous. Et dans un instant, c'est Alexis Poulain qui sera avec vous. Très bonne journée et très bon week-end sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.